Bienvenue sur Géopolitis. Les Italiens sont sur le point d'élire leurs 630 députés et leurs 315 sénateurs. Des élections législatives anticipées en raison de la démission en décembre dernier de Mario Monti. Monti, c'est le professeur, celui qui avait accepté de former un gouvernement de techniciens pour diriger une Italie en pleine crise après les années Berlusconi. Berlusconi qui, lui, se représente pour la 6e fois. Il y a dans le célébrissime film Le Guépard de Visconti en 1963 cet aphorisme célèbre. En Italie, tout doit changer pour que rien ne change. On va donc changer le Parlement, on va changer le gouvernement et un peu plus tard d'ailleurs on va changer aussi le président de la République. Mais au fond, qu'est-ce qui va changer en Italie? Dans ses vœux de bonne année, l'actuel président, Napolitano, annonçait à ses compatriotes une année 2013 difficile, pleine de sacrifices et de difficultés. L'une des grandes difficultés du pays, c'est précisément cette loi électorale qui ne plaît à personne, mais que personne n'a le courage de réformer. Géopolitis essaye de comprendre pour quelles raisons. L'actuelle loi électorale italienne, adoptée en 2005, est tellement insatisfaisante que celui-là même qui l'avait initiée la qualifie à présent, et je cite, de cochonnerie. Il s'agit du sénateur Calderoni de la Ligue du Nord. Silvio Berlusconi porte quant à lui à peu près la même appréciation. Pourquoi autant de frustration? Eh bien, entre autres raisons, parce que cette élection se caractérise par des listes bloquées par les partis, ce qui fait que les électeurs ne peuvent pas indiquer de préférence individuelle sur ces listes. À l'Assemblée, pour être représentés, les partis politiques doivent obtenir plus de 4% des voix ou alors dépasser 2% des voix à condition qu'ils s'inscrivent dans une coalition totalisant au moins 10% des voix. Conclusion de toutes ces pratiques, comme vous le voyez, assez déroutantes. Si une coalition veut obtenir le pouvoir, elle doit être la plus large possible, afin de polariser un maximum de voix, même si, et c'est bien là le problème, même si les différents partis qui composent cette coalition n'ont pas du tout les mêmes idées ou les mêmes programmes politiques. Un homme fait rire tous les Italiens en stigmatisant l'absurdité et la folie d'un tel système électoral. Il s'appelle Beppe Grillo. Il fait rire, mais surtout, il engrange un maximum de voix. È la fine di questa oligarchia dei partiti, di questa finta democrazia fatta dai partiti, e questa è la fine, credo, l'inizio della fine di questi funzionari salme che dovrebbero progettare un futuro che loro non vedranno mai. È la chiusura perfetta! Politique encore avec cette réforme toujours attendue mais jamais débattue sur le nombre de parlementaires et de provinces en Italie. De 630, on passerait à 508 députés, de 315 sénateurs à 254. Les parlementaires n'ont rien voulu décider. De même, pour limiter le fonctionnement d'un État jugé trop onéreux, on voulait réduire de 110 à 46 le nombre de régions italiennes. Un texte enterré, sans examen, comme ont été ensevelis les projets de réforme sur les budgets de l'administration ou sur le financement des partis politiques. Celui ou ceux qui remporteront ces élections législatives auront du pain sur la planche. Il y a un an, il partait sous les huées de ses concitoyens, laissant un pays au bord de la faillite, faisant face à 2 procédures judiciaires, fraude fiscale et prostitution de mineurs. On le disait mort, politiquement, et voilà que la momie ressuscite. Le caïman refait surface. Le caïman, c'est son surnom dans le film de Nanni Moretti. Et s'il ne vise pas, cette fois, la plus haute marche du pouvoir, c'est, précise-t-il, par amour pour cette Italie dont il sait, lui, qu'elle a besoin de sa personne. Un poste de ministre de l'économie, par exemple, lui suffirait. En attendant, il a fait en sorte que son parti, le Peuple de la Liberté, fasse alliance avec ses alliés traditionnels de la Ligue du Nord. Il dit de lui-même qu'il est modéré, modeste, tranquille, presque effacé. Pierluigi Bersani l'est, certainement. Cet ancien communiste converti à l'économie de marché est la nouvelle vedette du Parti démocrate, ce parti qui, sous son autorité, a brillamment organisé des primaires dans tout le pays pour désigner ses candidats au Sénat et à la Chambre des députés, une grande première en Italie. La gauche italienne reprend ainsi des forces et des couleurs politiques et ce serait bien passé de l'entrée en scène de Mario Monti qui entend faire la démonstration
démonstration qu'il existe encore un espace politique entre la droite de Berlusconi et la gauche de Bersani. On le croyait au-dessus de la mêlée, au-dessus des partis, et soudainement, il est descendu dans l'arène politique au risque de brouiller son image de sage, de professeur, cette image qui plaisait tant aux autres dirigeants européens. Ses quelques succès politiques et économiques indéniables sont désormais oubliés. On lui reproche de faire comme les autres candidats, par exemple, de promettre une diminution de la pression fiscale. Il attaque la droite, trop conservatrice, et la gauche, trop fossilisée, dit-il. En résumé, il se fait le porte-parole des électeurs modérés qui ne veulent pas voter pour la gauche et qui ne font plus confiance à la droite. Il est devenu la terreur de l'establishment politique italien, de droite comme de gauche. Beppe Grillo a été comparé souvent au comique français Coluche, qui par dérision s'était présenté aux élections présidentielles. Mais Grillo, lui, a fait mieux. Ce tribun populiste et populaire, en s'appuyant sur Internet, a réussi à propulser son parti en 2e position dans les sondages. Il est désormais en mesure d'envoyer une centaine d'élus au Parlement. Beppe Grillo, c'est l'homme qui, en Italie, exprime avec humour le ras-le-bol de tout un peuple face aux magouilles politiques, à la corruption et aux excès de la gérontocratie ou de la misogynie. Son parti, le mouvement 5 étoiles, a été fondé il y a 2 ans seulement, mais Grillo, lui, est connu depuis 40 ans pour ses émissions décapantes à la télévision italienne ou dans des spectacles au théâtre. Signe indéniable de sa présence dans la campagne, son blog est désormais le plus consulté de toute l'Italie. L'invité de Géopolitis, notre consoeur Valérie Dupont, qui est correspondante de la RTS et de la RTBF à Rome. Première question toute simple, est-ce que les Italiens eux-mêmes comprennent quelque chose à ce système électoral ? Peut-être pas tous. C'est évident que ceux, évidemment, qui s'intéressent à la politique comprennent la loi électorale. Mais c'est vrai que les médias italiens doivent réexpliquer très souvent comment ça fonctionne, même si le bulletin de vote en soi est très simple. Hein, ils ont juste les sigles des partis. Oui, mais enfin, toutes ces histoires de quotas, il faut avoir 3% ou 4% ou 10%, ça fait quand même un choix bloqué. On parle de liste bloquée. D'où c'est venu ça ? Eh bien, on pourrait croire, quand on voit la loi, la difficulté de la loi, que c'est une loi qui, quelque part, s'est construite avec les années. Eh bien, pas du tout. C'est une loi qui a été écrite ad hoc en 2005 par le gouvernement de Silvio Berlusconi. Je vous rappelle un petit peu le contexte historique à l'époque. Silvio Berlusconi arrive aux élections. Il est perdant dans tous les sondages. La gauche de Prodi est pratiquement gagnante. Et il veut changer les règles pour pouvoir gagner, ou en tous les cas, donner un pays ingouvernable à la gauche. Et ils écrivent le Porcellum. Alors, par exemple, le parti qui arrive en tête automatiquement a 55% des sièges. C'est hallucinant, ça. On voit ça nulle part ailleurs. Seulement à la Chambre. Oui. Et donc, c'est ça le problème, c'est que la Chambre est facile quelque part à obtenir. Ils ont beaucoup de facilité à gagner à la Chambre. Par contre, au Sénat, ils doivent gagner dans toutes les grandes régions. La Lombardie, la Sicile, la Vénétie. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, ils le savaient parfaitement en écrivant la loi qu'ils donnaient un pays ingouvernable. Et est-ce que les Italiens ont l'espoir qu'un jour, un gouvernement va changer tout cela et rendre cette démocratie, car c'est une démocratie, quand même beaucoup plus simple ? Alors, la loi avait été écrite en 2005 en disant qu'elle était provisoire. On est en 2013, elle est toujours là. Alors, chaque fois qu'un gouvernement arrive, on dit on va changer la loi électorale. Lorsque le professeur Monti est arrivé au pouvoir, il a dit tout de suite, ce sera mon premier travail. En tous les cas, le Parlement va devoir le faire. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce qu'il ne pouvait pas le faire, il n'a pas eu le temps ou il n'avait pas envie de le faire ? Il n'avait pas tellement envie de le faire parce que la droite berlusconienne ne voulait pas changer et menaçait le professeur Monti de le faire tomber si on touchait à cela. Et au bout du compte, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, il y aura quand même une volonté de la changer, cette loi, parce qu'ils sentent quand même qu'elle est arrivée au bout du rouleau, que c'est presque impossible que l'Italie continue à travailler politiquement avec cette loi. Je reviens un instant sur cette histoire de liste bloquée. Les Italiens ont l'impression que de toute façon, tout est déjà joué puisque les listes, ils ne peuvent pas choisir individuellement. On prend tout ou on prend rien. Exactement. Ils choisissent un parti et ils ne savent pas nécessairement, c'est comme un paquet cadeau, c'est comme un œuf surprise. Ouais. Ils votent pour le parti et puis dedans, il y a des personnes parfois choisies, on l'a vu notamment des jeunes filles par exemple, choisies par le parti de Berlusconi. À partir du moment où on est sur la liste, en gros, on est à peu près sûr d'être élu, quoi. En tous les cas, si on est dans les premières places. Ouais. Bon, est-ce que un jour on peut imaginer des parlementaires italiens
décidé de limiter le nombre de parlementaires, c'est-à-dire de descendre de 630 députés à moins, ce qui serait quand même, je dirais, plus logique et plus rationnel. Alors tous les partis le promettent, parce que vous savez qu'il y a un sentiment, ce qu'on appelle l'anti-politique en Italie, qui est très fort. Les Italiens n'aiment pas leur gouvernement, ils n'aiment pas la politique. Ils ont l'impression que quelque part, ça ne sert à rien. Et ces dernières années, tous les partis ont promis, la prochaine fois, on va diminuer le nombre de parlementaires, on va aussi éliminer les provinces, par exemple. Limiter le nombre de provinces, il y en a plus d'une centaine actuellement. Exactement, il y a une loi qui est prête, mais qui n'a pas encore été appliquée d'ailleurs. Et donc tous ces partis promettent. Alors on va voir si après ces élections, si les partis tiendront finalement parole et diminueront le nombre de parlementaires. Je reviens sur ce que vous disiez à l'instant. Les Italiens ne croient plus à la politique? Pourtant, ils votent. Oui. Ils votent, ils aiment beaucoup voter, ils aiment bien le geste démocratique. Mais ils ne croient pas du tout que leur gouvernement peut les aider. Pour eux, le gouvernement de Rome, ils appellent même pas le gouvernement, ils disent Rome. Rome ne peut pas nous aider. Par contre, ils croient très fort dans leur région et ils croient très fort en l'Europe. Ils pensent que l'Europe peut faire plus pour eux que le gouvernement central. Une question naïve, vue d'ici. Comment se fait-il que des Italiens votent encore pour Berlusconi? La momie, le caïman, etc. Alors Berlusconi... Nous, ça nous semble, je veux dire, indépendamment des problèmes politiques, ça nous semble absolument incroyable. Oui, je peux comprendre. En fait, Berlusconi a instauré ce qu'on appelle la démocratie publique. La loi qu'il a fait voter en 2005 a permis d'éviter de voter pour des petites personnes, des personnes qui font un travail politique au niveau local. Il fallait être un leader qui était présent en télévision pour pouvoir gagner en quelque sorte. Donc c'était lui, la personne. Hein. Et donc Berlusconi joue encore sur ce côté-là. Là, dernièrement, pendant cette campagne électorale, il promet d'abaisser les taxes, il promet même de rembourser les taxes. Et donc il va parler, je dirais presque, au ventre des Italiens. Et ça marche. Et ça marche encore pour certaines personnes. Il faut savoir qu'il y a aussi un abaissement culturel, en quelque sorte, de certaines classes de la population italienne, et il parle à cela. Et on se dit que, comme il est très riche, il ne va pas profiter de la politique pour gagner encore de l'argent. C'est encore une idée qui court dans la population italienne, que lui n'est pas là pour s'enrichir alors que d'autres sont là pour profiter du système. Et les derniers scandales qui ont touché la politique italienne, malheureusement, le montrent. Alors, on parle du système électoral, mais enfin, actuellement, le gros problème de l'Italie, c'est l'austérité, sortir de la crise. Pour les Italiens, la réforme du système, ça vient après des réformes économiques, j'imagine. Oui. D'ailleurs, les thèmes de la campagne sont évidemment économiques. Hein. Les taxes, le travail, l'emploi des jeunes, surtout, qui est vraiment un gros problème en Italie. Les problèmes institutionnels, en effet, viendront après. Mais les Italiens sont quand même conscients que s'ils veulent que le pays reparte, il faudra aussi toucher aux institutions. Il faudra toucher peut-être même à la Constitution. C'est ce que Berlusconi, d'ailleurs, pousse également comme idée. Et donc, ils savent qu'il y aura un passage. Parce que je pense que si le système italien est aussi faible et aussi ingouvernable, c'est parce que les institutions sont faibles et ingouvernables et qu'il faudra les modifier. Un jour, peut-être. Merci Valérie Dupont. Je rappelle que vous êtes correspondante de la RTS et de la RTBF à Rome. Merci à vous. Merci. Il parle de lui à la troisième personne car il a une haute opinion de lui-même et il pense que si lui n'a pas besoin du pays, l'Italie, elle, a besoin de lui. Donc, il se représente avec la conviction, c'est lui qui le dit, que l'Italie a besoin d'un leader comme le Berlusconi de 1994, mais que, hélas, elle n'en a pas de ce calibre en 2013. Ainsi, Silvio parle-t-il de Berlusconi et Berlusconi évoque-t-il le destin de Silvio. Et toujours à la troisième personne, il, Cavaliere, vante les mérites de sa candidature de nature, dit-il, à éviter au pays d'aller tout droit dans le ravin. À 76 ans, celui qui est toujours l'homme le plus riche d'Italie n'entend donc pas profiter d'une retraite paisible. Il est indispensable parce qu'il est, par nature, le sauveur du pays. Il est aussi, c'est lui qui l'affirme, celui des leaders européens qui connaît le mieux les dossiers délicats de l'Union. Il évoque le souvenir de ceux qui ont été, comme lui, des grands noms de la construction européenne, comme François Mitterrand ou Helmut Kohl, un moyen de déconsidérer ceux des dirigeants actuels qui, dit-il, ne lui arrivent pas à la cheville. Et du reste, personne ne lui arrive à la cheville. Il le sait, il le dit, à la troisième personne, bien sûr.
Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, toutes les questions que vous voulez poser à notre invité, les meilleures vidéos qui circulent sur Internet, des éléments d'explication, vues du passé ou la grande instabilité des institutions italiennes, les sites Internet les plus documentés à l'approche des élections, Géopolitis en podcast, et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.